Bonjour, je suis Philippe F6CZV. Fin mai, je vous avais présenté les aspects fonctionnels du pilotage d'un FT857D par un navigateur web. Je vais maintenant vous présenter les aspects techniques. Le sommaire de la présentation. Un rappel des objectifs du projet. C'est réaliser une application pour un navigateur web pour afficher certains paramètres du FT857, principalement ceux qui sont disponibles par des commandes CAT, pouvoir saisir la fréquence, le mode, pouvoir modifier la fréquence par un vernier VFO simulé, pouvoir passer quelques commandes comme la sélection de VFO, le mode split et le clarifieur. Du point de vue ergonomique, avoir une vue proche du panneau avant du 857, réaliser le tout sur un serveur web ESP32 puisque je venais de porter la bibliothèque CAT sur ESP32 et prendre en compte différents navigateurs, que ce soit sur PC, sur tablette, voire sur smartphone, si l'écran le permet. Quelle est la configuration utilisée? Tout d'abord, l'ESP32 qui est relié au FT857 par une liaison série RS232 CAT. Sur le SP32, un programme qui va acquérir les données, envoyer les commandes et gérer l'affichage sur l'écran local de l'ESP32. Deuxième aspect, l'ESP32 héberge un serveur web qui est connecté au travers d'un réseau Wi-Fi au client web, un sur le PC et un sur une tablette Samsung. Quelle est l'architecture globale du logiciel? Tout d'abord, au niveau de l'ESP32, on a le serveur web qui est décrit dans la partie Setup du point .ino, serveur web qui utilise les variables globales du FT857 et qui va pouvoir envoyer des commandes au travers de la bibliothèque CAT du FT857. Deuxième aspect, au niveau de la partie loop du programme, une appli ESP32 qui va interfacer aussi la bibliothèque CAT pour pouvoir acquérir les paramètres et positionner des commandes. Cette appli ESP32 gère aussi l'écran intégré au module. Cette partie INO est reliée au client web au travers du réseau Wi-Fi. Et sur PC ou sur tablette, on va retrouver les parties index HTML, jogdial.js qui va gérer le VFO et la feuille de style. Si l'on détaille maintenant la partie loop de l'ESP32, l'algorithme est très simple. Sur déclenchement d'un timer, on envoie les demandes de paramètres au FT857 pour chacun des paramètres. On traite les réceptions de ces paramètres et on met à jour les variables globales. Ensuite, on met à jour l'affichage sur l'écran de l'ESP32. Au niveau du serveur web, à l'initialisation du client, depuis la mémoire de l'ESP32, on va envoyer
le contenu de index.html, jogdial.js et style.css et les images. Ensuite, dans le fonctionnement normal, sur demande de paramètres, on va envoyer le contenu de la variable globale correspondante. Et sur des demandes d'intervention, que ce soit le changement de mode ou le changement de fréquence, ou même l'envoi de commandes comme split ou changement de VFO, on va faire des appels directs à la bibliothèque cat. Maintenant, comment est organisé le client sur le navigateur? À la base, c'est l'image du FT 857. En HTML5, il est possible de définir sur une image des zones cliquables. Ici, les zones cliquables sont représentées par des pointillés. On va avoir la sélection du mode, la gestion du fast du VFO, la saisie de la fréquence, le positionnement ou non du clarifieur, la bascule de VFO et la gestion du split. Sur cette image est superposé le VFO virtuel géré par jogdial.js qui lui-même comprend deux images, l'image du vernier et l'image du bouton qui est une zone cliquable qui va permettre de faire défiler le VFO. Au niveau de l'affichage des paramètres, on va trouver un fond d'affichage qui représente le fond d'affichage du FT 857 et puis différentes lignes qui vont contenir les paramètres. Sur la première ligne, on retrouve le S-mètre, les options split, toutes les options de DSP, les options du manipulateur et le passage RxTX. Sur la deuxième ligne, le VFO utilisé et le mode. Troisième ligne, la fréquence affichée. Et ici, la partie clarifieur. Enfin, sur la dernière ligne, des textes fixes qui indiquent les fonctions des touches. Chacune des lignes ou le bouton du clarifieur sont des divs du HTML qui sont positionnés de manière absolue. Quel est le fonctionnement du client web? Eh bien, sur clic, que ce soit pour le mode ou pour la fréquence, on va afficher un formulaire, pouvoir saisir et envoyer les données au serveur. Quand c'est une option comme clarifieur, split ou changement de VFO, on va envoyer une requête au serveur qui déclenchera la commande. Au niveau de la commande fast, qui permet de changer la fréquence plus ou moins rapidement en fonction du nombre de tours, cette option est gérée localement, n'est pas retransmise au poste. C'est simplement le positionnement d'une variable par 3 ou par 0,8 qui va permettre de générer un changement de fréquence plus ou moins important. Et en cas d'appui sur Fast, on va afficher un GIF animé Fast, un petit bonhomme, dans le bas à droite de l'écran. Deuxième mode d'intervention au niveau du client web, c'est le timer. Toutes les 600 millisecondes, on va envoyer une requête GET au serveur si la variation de VFO n'est pas nulle. Ensuite, on va faire des demandes de paramètres pour chacun des paramètres du FT 857. Et pour chaque réception de paramètres, on met à jour l'affichage.
Fonctionnement du client web. La gestion du VFO est assurée par le module jogdial.js. Sur drag du bouton VFO, la fonction jogdial compte le nombre de degrés positifs ou négatifs depuis l'init. Et c'est affecté dans la position current rotation. Comme on a stocké la rotation précédente, la différence va donner le nombre de degrés de différence entre les deux pas, qu'ils soient positifs ou négatifs. Les logiciels d'environnement utilisés. Pour l'application ESP32, j'ai utilisé l'IDE Arduino. Au départ des développements, le code HTML, le CSS et le jogdial.js étaient stockés dans la mémoire progmem du programme Inno. Au fur et à mesure des développements, ces parties devenant plus importantes, j'ai séparé la partie serveur web et partie loop Arduino de la partie client web en créant des fichiers spécifiques HTML, CSS, Jogdial et toutes les images. Ces fichiers sont stockés dans une partie de la mémoire de l'ESP32 qui s'appelle la mémoire SPIF. Lors de l'initialisation d'un client web, il faut aller chercher les informations depuis cette mémoire pour les envoyer au client web. Mais quand on télécharge l'application ESP32, il faut aussi déclencher un utilitaire qui s'appelle le ESP32 Sketch Data Upload pour envoyer l'ensemble des fichiers dans les mémoires SPIF. L'IDE Arduino n'est pas très pratique pour gérer des fichiers CSS, HTML et JavaScript. L'éditeur Atom, qui reconnaît ces types de fichiers et qui génère automatiquement les fins de parenthèses, les fins d'accolades, est beaucoup plus pratique et de plus est couplé à GitHub pour permettre d'envoyer ou de modifier les fichiers. Enfin, pour le test, j'ai utilisé les navigateurs Firefox, Edge et Samsung. Alors, la structure des répertoires sources, on retrouve le répertoire principal qui contient la partie .ino avec un répertoire data qui contient toute la partie du client web avec la partie HTML, la partie JavaScript, la partie style et toutes les images. Quelles sont les librairies à installer dans l'IDE? Il faut installer la partie serveur web asynchrone, la partie FT857DESP32 qui est la partie 4 et la partie d'affichage sur l'écran intégrée à la carte. Quelques références. Au niveau de l'HTML5 et du CSS, ce livre de Rodolphe Rimley chez Erol en français avec énormément d'exemples et de photos, un très bon livre que j'ai beaucoup utilisé. Des exemples sur le SP32, donc chez Random Nerd Tutorials. Très très bon site avec beaucoup d'exemples bien détaillés mais en anglais. Les références pour obtenir les bibliothèques. Alors pour les développements web, le site du W3 School. Alors là c'est
très très complet aussi, comme le livre d'HTML5, mais c'est en anglais et ça contient HTML, CSS, JavaScript, PHP, tous les outils utiles pour le web. Là où l'open source de la gestion du VFO, l'éditeur Atom, ma publicité et où est stocké le programme sur GitHub. J'espère que cette présentation vous a été utile. N'hésitez pas à poser des questions et à bientôt.